Le 6 juin 1944, à 2h17 du matin, sur la plage d'Omaha, en Normandie. Une nuit noire, déchirée par le hurlement des obus. Des milliers de soldats américains, trempés jusqu'aux os, s'entassent dans des barges qui tanguent comme des coquilles de noix au milieu de la tempête artificielle. L'eau glacée monte déjà à leurs genoux, et là, au milieu de ce chaos, le sergent Harlan Thorpe, un homme de 28 ans du Kansas, murmure à ses hommes un plan qui semble sorti d'un mauvais rêve. Traverser 300 mètres de plage, balayés par les mitrailleuses allemandes, en rampant sur le ventre, armés seulement de baïonnettes et de grenades. Personne ne rit plus. Mais 48 heures plus tôt, il s'était moqué de lui, sans retenue. Retourné 2 jours en arrière, le 4 juin 1944, à bord du USS Samuel Chase, ancré au large des côtes anglaises. La mer est calme, presque trop. Harlan Thorpe est assis sur un banc en bois, dans la cale bondée du navire. Il a les épaules larges, les mains calleuses d'un fermier qui a labouré la terre rouge du Midwest toute sa vie. Né en 1916 à Wichita, il a grandi en aidant son père à réparer des tracteurs et à traire les vaches avant l'aube. Pas le genre d'homme à rêver de gloire. Quand la guerre a éclaté, il s'est enrôlé parce que c'était son devoir, point final. Les Allemands ont envahi la Pologne, et maintenant, ils menacent tout, avait-il dit à sa femme, Mary, avant de partir. Elle lui avait donné une photo d'eux deux, souriant devant leur petite maison. Il la garde dans la poche de sa chemise, froissée mais intacte. Thorpe n'est pas un héros de roman. C'est un sergent ordinaire, avec un accent traînant qui fait sourire ses recrues. Il commande une section de 32 hommes de la première division d'infanterie, des gamins pour la plupart, 19 ou 20 ans, venus de villes comme Brooklyn ou Chicago. Il l'appelle le fermier dans son dos, mais il sait se faire respecter. La veille, lors d'un exercice d'embarquement, il a calmement redressé un caporal qui paniquait devant une vague. « Respire, fils, l'océan n'est pas l'ennemi, pas encore. » Sa voix est toujours comme ça. Basse, mesurée, sans cri, il a appris ça dans les champs où un coup de colère peut tout ruiner. Ce soir-là, dans la cale, l'air est lourd d'odeur de sueur et de tabac. Les hommes jouent aux cartes, essaient de chasser l'angoisse. Thorpe réunit son groupe autour d'une carte froissée, étalée sur une caisse de munitions. Il pointe du doigt les falaises d'Omaha, ces murailles de 30 mètres qui dominent la plage. Écoutez bien, le jour J, on débarque à Edge Hour, 6h30. Mais les Allemands ont des bunkers partout, mitrailleuses MG-42, canons de 80 mm. Ils nous attendent. Les visages se tendent. Un jeune nommé Riley, un gamin de Détroit avec des taches de rousseur, hausse les épaules. Et alors, sergent, on a les tanks, les avions, on les écrase. Thorpe secoue la tête. Il a vu les rapports. Des milliers de pages sur les défenses atlantiques. Il sait que les plans des généraux sont parfaits sur le papier, mais la réalité, c'est du sang et de la boue. Les tanks risquent de couler avant d'atteindre le rivage. Les avions bombardent à l'aveugle dans le noir. On sera seul sur cette plage, 2000 mètres de sable ouvert, avec 5000 Allemands qui nous tirent dessus depuis les hauteurs. Il marque une pause, trace une ligne sur la carte. Mon idée, on ne court pas, on rampe. Dès qu'on touche l'eau, on se jette à plat ventre. On avance par bonds de 10 mètres, en utilisant les obstacles comme couverture. Baïonnettes pour creuser des trous, grenades pour les nids de mitrailleuses. On vise les falaises par le bas, pas par le haut. Un silence tombe, puis les rires éclatent. Riley s'étouffe presque. Ramper? Comme des vers? Sergent, vous avez fumé quoi? Un autre, un costaud de Philadelphie nommé Kowalski, tape sur la table. 300 mètres à ramper sous le feu. On est mort avant d'arriver au premier fossé. Vous voulez qu'on se fasse tailler en pièces comme des lapins? Les rires fusent, nerveux mais sincères. Thorpe reste immobile, les yeux fixés sur la carte. Il ne hausse pas le ton. Riez tant que vous voulez. Mais quand les balles siffleront, rappelez-vous, courir, c'est se faire toucher. Ramper, c'est survivre. J'ai vu ça en Afrique du Nord. Les types qui sprintaient, ils finissaient criblés. Ceux qui rampaient, ils prenaient le bunker. Les rires s'estompent un peu. Thorpe n'exagère pas. Il a déjà le chaos dans les veines. En novembre 1942,
À Kasserine Pass, en Tunisie. Il était là quand les panzers allemands ont fondu sur eux. Sa compagnie avait perdu 200 hommes en une nuit. Lui, il avait rampé 800 mètres sous un déluge de shrapnel pour porter un message à un officier piégé. Une balle lui avait frôlé l'oreille, si près qu'il en avait senti la chaleur. « J'ai rampé et j'ai vécu », dit-il simplement. « Vous verrez. » La nuit avance. Les hommes se dispersent, encore sceptiques. Thorpe reste seul avec la carte. Il pense à Mary, à leur ferme, aux champs qui l'attendent après la guerre. Mais il sait que demain, tout change. Le 5 juin, à l'aube, les moteurs rugissent, les barges s'alignent, la flotte s'ébranle vers la Normandie, 5000 navires dans l'obscurité. Thorpe distribue les armes, fusils M1, grenades, baïonnettes aiguisées. Préparez-vous, pas de place pour les doutes. Les vagues grossissent. Le vent porte l'odeur de la poudre à venir. À 23 heures, le briefing final. Les officiers répètent « Omaha est le secteur le plus dur ». 34 000 hommes à débarquer contre des bunkers bétonnés depuis des années. Thorpe regarde ces hommes. Riley évite son regard. Kowalski marmonne quelque chose sur l'absurdité. Mais Thorpe sait. Il a déjà pris des décisions sous pression. En Sicile, l'été dernier, il avait ordonné à sa section de contourner un champ miné au lieu d'attendre les démineurs. Ils avaient évité une embuscade, mais perdu 2 gars dans l'explosion d'une mine qu'ils n'avaient pas vue. La guerre, c'est choisir qui vit et qui meurt, avait-il dit après l'avoir rauque, près de la mort, plus d'une fois. Une fois, en Italie, un éclat d'obus lui avait ouvert l'épaule. Il avait marché 5 kilomètres avec le sang qui coulait, portant un blessé sur le dos. Maintenant, les barges fendent les vagues. Minuit passé, le roulis est infernal. Les hommes vomissent par-dessus bord. Thorpe s'accroche à la rambarde, les yeux rivés sur l'horizon noir. Les premiers obus allemands sifflent déjà réponse aux bombardements alliés. À 1 heure du matin, les moteurs ralentissent. Les barges s'approchent. Thorpe rassemble ses hommes dans l'étroit espace. Écoutez-moi une dernière fois. Oubliez les rires. Quand on touche l'eau, plat ventre, avancez, visez les falaises. On rampe ou on meurt. Les visages sont pâles, mais ils hochent la tête. La tension monte comme une corde qui se tend. À 2 heures, les obus pleuvent. Les barges dansent sur les vagues de 3 mètres. Thorpe sent l'adrénaline. 32 hommes derrière lui. Et ce plan absurde qui n'a plus l'air si fou. La côte se profile, sombre et menaçante. Les mitrailleuses crachent déjà leur feu. Le sergent ferme les yeux une seconde. Pour Mary. Pour le Kansas. Et pour survivre. La rampe de la barge s'abaisse avec un grincement métallique. Il est 2h17, le 6 juin 1944. Omaha Beach se dresse devant eux. Une étendue de sable gris sous un ciel sans lune. L'eau est un mur de 2 mètres qui s'écrase contre le flanc du bateau. Thorpe est le premier à sauter. Ses bottes touchent le fond vaseux. L'eau lui arrive à la poitrine. Froide comme un coup de poignard. Il crie par-dessus le rugissement des vagues. Plat ventre, avancez! Ses hommes suivent, maladroits dans l'obscurité. Riley trébuche, avale une gorgée salée. Kowalski jure, son fusil au-dessus de la tête. La barge tangue encore, vomissant les 32 de la section dans la mer déchaînée. Derrière, d'autres barges déversent leur cargaison. Des milliers d'hommes, 34 000 sur Omaha seul. Mais les Allemands savent. Les premiers tirs claquent depuis les falaises. Des balles ricochent sur l'eau, comme des pierres plates lancées par un géant enragé. Thorpe avance à 4 pattes, les genoux enfoncés dans le sable mouillé. L'eau clapote autour de son visage. Il compte les secondes. 300 mètres à parcourir. À cette allure, ça prendra une éternité. Mais courir, c'est de la folie. Il l'a vu en Tunisie. Les sprinteurs tombaient comme des quilles sous les rafales. « Groupez-vous, par 2. Utilisez les hérissons tchèques comme abri, hurle-t-il. Ces obstacles en acier, hérissés de pointes, jonchent la plage. Des pièges pour les barges, mais aussi des murs pour se cacher. La section progresse par bonds. 10 mètres. Pause. Écoutez. Les obus d'artillerie alliés explosent au loin, illuminant les falaises par flash blanc. Mais les bunkers allemands crachent leur réponse. Une MG-42 ouvre le feu, 1200 coups par minute.
Le bruit est infernal, comme une tronçonneuse déchaînée. Une balle frôle l'épaule de Thorpe. Il sent le sifflement, plonge plus bas. Riley, à gauche, Kowalski, grenade prête. Riley, le gamin de Détroit, allait à ses côtés. Ses taches de rousseur disparaissent sous la boue. Il n'a jamais rampé comme ça. À l'entraînement, c'éient des exercices mous. Ici, chaque mouvement soulève un jet d'eau qui pourrait trahir leur position. « Sergent, c'est dingue, on voit rien. » Thorpe lui attrape le bras. « Regarde les flashs, vise le premier fossé, 50 mètres devant. » Il pointe du doigt, calme malgré le chaos. Sa voix perce le vacarme sans trembler. Ils avancent encore, 100 mètres parcourus. Le temps s'étire. Les vagues les plaquent au sol, puis les soulèvent. Thorpe sent le poids de son M1 sur le dos, la baïonnette fixée à la ceinture. Il a déjà fait ça. En Sicile, près de Gela, il avait rampé 400 mètres sous un feu croisé pour flanquer un nid de mitrailleuses. Sa section avait pris la position, mais 3 hommes étaient restés sur place, criblés. « On choisit nos morts », s'était-il dit alors. Ici, c'est pareil, plus intense. Soudain, un obus atterrit à 20 mètres. L'explosion les secoue. Du sable et de l'eau volent partout. Kowalski hurle. Un éclat lui a entaillé la jambe. « Je peux pas, sergent !» Thorpe se retourne, rampant en arrière. « Si, tu peux. Serre les dents. On te bande au fossé. » Il arrache un bout de sa chemise, fait un garrot rapide. Le sang coule, chaud et poisseux. Autour d'eux, le carnage commence. Des corps flottent déjà, emportés par les vagues. 200 hommes sortis de l'eau en 5 minutes, et déjà 50 ne se relèveront pas. La section se regroupe derrière un hérisson rouillé. Thorpe sort sa carte plastifiée, la déplie à la lueur d'une torche électrique. On est à mi-chemin. Les falaises font 30 mètres de haut. Les bunkers sont à 150 mètres sur la droite. On vise le bas, là où les mines sont moins denses. Ces hommes l'écoutent, essoufflés. Les rires d'il y a 2 jours semblent loin. Riley fixe le sol. « Vous aviez raison, sergent. Courir, c'est du suicide. » Thorpe hoche la tête. « Pas de je vous l'avais dit. Juste un ordre. En avant, bond de 5 mètres maintenant, les mitrailleuses se calent. » Ils repartent. Le feu s'intensifie. Une rafale balaie la plage, fauchant une vague d'hommes plus loin. Des cris perçant l'air, courts et aigus. Thorpe sent la peur grimper, mais il la repousse. Il pense à Kasserine. Là-bas, il avait rampé avec un message vital, sous les chenilles des panzers qui passaient à 10 mètres. Une balle l'avait effleuré, brûlante. Il avait continué. « La mort, elle attend pas, » se dit-il. Ici, c'est la même danse. À 2h35, ils atteignent le premier fossé, au saumâtre jusqu'aux épaules. Thorpe plonge une grenade dans un tube d'acier qui dépasse. Explosion étouffée. Un Allemand hurle depuis un bunker proche. La section avance, baïonnette en main. Thorpe enfonce la sienne dans le sable pour tester les mines. Rien. Propre ici, poussez! Kowalski boite, mais suit. Riley charge une grenade, la lance vers un point lumineux sur la falaise. Boum! Un cri allemand répond. Le chaos psychologique s'installe. Les hommes halètent, les yeux exorbités. Thorpe voit la panique dans leurs regards. Respirer. Un pas à la fois. Il a déjà décidé sous pire pression. En Italie, près de Cassino, il avait ordonné un repli sous bombardement. Sa section avait perdu 5 gars, mais les autres avaient tenu. Une fois, un obus l'avait projeté au sol, lui cassant 2 côtes. Il s'était relevé, portant un caporal inconscient sur 2 kilomètres. La douleur, il la connaît. La survie aussi. 200 mètres parcourus. Les falaises se dressent plus proches. Les tirs viennent de partout. Une mitrailleuse fixe éclate à 50 mètres. Thorpe crie « À plat! Grenade !» 3 volent en arc. Explosion. Le feu se tait une seconde. Ils bondissent, rampant comme des ombres. Le sable est mêlé de sang et de métal. Thorpe sent une balle siffler au-dessus de sa tête, si près qu'elle coupe un cheveu. Son cœur bat fort, mais sa voix reste stable. On y est presque. Les premiers obstacles sont derrière. La tension change. Plus de vagues, maintenant du sable dur et des mines. Un pied de Riley heurte quelque chose. Déclic. Mine. Thorpe le plaque au sol. Explosion à côté. Éclat vole. Riley tremble, indemne mais secoué. Merci, sergent. Thorpe se relève. Avance. Pas le temps.
À 2h50, il touche la base de la falaise. Roche glissante, fil barbelé. Thorpe coupe un fil avec sa baïonnette. Ses mains saignent, mais il continue. La section suit, 28 hommes encore. 4 tombés en route. Les bunkers tonnent au-dessus, obus de 90 mm, mais sifflent, creusant des cratères à 30 mètres. Thorpe regarde en haut. Les falaises grouillent d'ombres allemandes. On escalade par le sentier ouest. Couverture grenade. Il commence l'ascension, main nue sur la roche humide. Le vent porte les cris des blessés sur la plage. 1000 corps déjà, peut-être plus. Thorpe mène, calme. Il a rampé pour ça, décidé pour ça. La guerre révèle les hommes. Lui, il rampe encore. Pour survivre, pour ramener les siens. Les mains de Thorpe s'agrippent à la roche glissante. Chaque prise a un pari contre la gravité et les balles. La falaise s'élève comme un mur noir. 30 mètres de granit et de boue, parsemé de fissures où l'eau de mer suinte. Il est 2h55, le 6 juin 1944. En bas, la plage est un enfer de flammes et de cris. Les vagues charrient des corps, des uniformes gonflés comme des ballons. Sa section suit, 28 hommes essoufflés, leurs armes cliquetant contre la pierre. Le sentier ouest est étroit, un chemin de chèvre miné par les Allemands. Thorpe cessa des cartes. Il a déjà escaladé pire en Sicile, sous un feu d'artillerie qui faisait trembler les collines. Il avance en tête, baïonnette entre les dents pour libérer une main. Le vent salé fouette son visage, porte l'odeur de cordite et de sang. Derrière lui, Riley halète, ses doigts blancs sur la roche. « Sergent, c'est trop raide, on glisse. » Thorpe se retourne à moitié, voix basse mais ferme. « Accroche-toi au lichen, c'est plus solide que ça en a l'air. 1 mètre à la fois. » Il ne panique pas. En Italie, près d'Anzio, il avait grimpé une pente similaire avec un sac de 30 kilos, sous les éclats des mortiers. Une grenade l'avait fait dévaler 5 mètres, lui entaillant le dos. Il s'était relevé, continué. La douleur n'était qu'un bruit de fond. La section progresse par groupe de 4. Kowalski, la jambe bandée, ferme la marche de son sous-groupe. Il boite sur une corniche, son garrot trempé de sang. « Ça brûle, sergent, comme du feu. » Thorpe jette un œil en bas. « Tiens bon, on est à mi-hauteur. Les bunkers sont juste au-dessus. » Il sort une grenade de sa ceinture, la coince dans sa poche pour l'avoir prête. Les tirs claquent plus près maintenant. Une mitrailleuse MG42, nichée dans un creux de falaise, ouvre le feu. Les balles ricochent sur la roche, envoyant des éclats qui piquent comme des abeilles enragées. Un homme de la section, un gamin de Boston nommé Ellis, glisse. Sa main lâche. Il hurle en tombant, rebondit sur une saillie, s'écrase 10 mètres plus bas. Le bruit est sourd comme un sac de grains qui éclate. Thorpe s'arrête net. Couverture! Grenade sur le nid! 3 explosions roulent dans l'air, étouffées par la pierre. Le feu de la MG42 se tait une seconde, puis reprend, plus furieux. Riley vomit contre la falaise, l'acide remontant dans sa gorge. « Je peux pas. C'est trop haut. » Thorpe lui attrape l'épaule, le secoue doucement. « Si, tu peux. Regarde-moi. Inspire. On a rampé 300 mètres pour ça. Pas question de lâcher maintenant. » Sa voix perce le chaos sans hausser le ton. Il a déjà vu la panique. À Kasserine, un de ses hommes avait figé sous les panzers, paralysé. Thorpe l'avait traîné 50 mètres, le couvrant de son corps. Ils avaient survécu tous les deux, mais le gamin n'avait plus jamais été le même. L'ascension reprend. La roche devient plus friable. Des cailloux dégringolent sous leurs bottes. Thorpe teste chaque prise, son poids de 85 kilos tirant sur ses muscles. En bas, les obus alliés illuminent la scène par intermittence. Flash blanc qui révèle les corps empilés près des hérissons, le sable rouge de sang. 500 morts sur Omaha en 20 minutes, d'après les cris radio qu'il capte dans sa tête. Les Allemands contre-attaquent. Un canon de 88 mm tonne depuis un bunker au sommet. L'obus passe à 15 mètres, l'explosion secoue la falaise entière. Des pierres tombent en cascade, forçant la section à se plaquer contre le mur. Kowalski trébuche sur une crevasse. Sa jambe cède. Il glisse vers le vide, agrippe une racine noueuse. « Aidez-moi !» Thorpe descend en rappel rapide, utilisant sa ceinture comme corde improvisée. Il attrape le poignet de Kowalski, muscle bandé à bloc. « Tire! Utilise tes jambes !»
Le costaud de Philadelphie halète, remonte d'1 mètre, la section couvre leur position, grenade lancée vers le haut. Une balle frappe la roche près de Thorpe, envoyant un éclat dans sa joue. Du sang coule, chaud sur sa peau, il l'ignore. En Tunisie, un shrapnel l'avait touché à la tempe, lui faisant perdre connaissance 10 minutes. Il s'était réveillé sous le feu, avait rampé jusqu'à la ligne alliée. La guerre pardonne pas les pauses, s'était-il dit. Ils atteignent une corniche à 20 mètres du sommet. Espace étroit, à peine 2 mètres de large, exposé au tir. Thorpe fait signe de s'abriter derrière un bloc de béton effondré, vestige d'un ancien mur. Ses hommes s'entassent, essoufflés, visage noir de boue et de sueur. Riley compte les absents. Ellis et 2 autres en bas. On est 25. Thorpe hoche la tête, sort sa carte. À la lueur d'une allumette protégée, il trace le chemin final. Le bunker principal est à 50 mètres à droite. Sentier contourne par l'est. On grimpe en silence, baïonnette pour le corps à corps. Pas de temps pour les regrets. Il a déjà décidé sous pire. En Sicile, il avait ordonné une charge nocturne contre un poste ennemi, perdant 7 hommes, mais prenant la colline. Une balle l'avait traversé l'avant-bras. Il avait continué à tirer de l'autre main. Le feu s'intensifie. Des fusils allemands crépitent depuis le haut, traçant vers qui zèbre la nuit. Un homme, un Texan nommé Hayes, est touché à l'épaule. Il grogne, plaque sa main sur la plaie. Le sang pulse entre ses doigts. Thorpe déchire un pansement de son kit, le noeud serré. Respire par le nez. Ça va tenir. Kowalski, pâle, murmure. On va tous y passer, sergent. Thorpe le fixe, yeux durs. Non. On rampe, on grimpe, on prend le bunker, pour ceux qui sont restés en bas. Il pense à Mary, à la photo dans sa poche, trempée mais là. La guerre, c'est ça. Choisir de pousser, même quand tout hurle d'arrêter. Ils repartent à 3h05. Le sentier s'incurve, plus exposé. Le vent hurle dans les oreilles, masquant les pas. Thorpe en tête, il coupe un fil barbelé avec sa baïonnette, le métal grinçant. Une patrouille allemande passe à 20 mètres au-dessus, bottes claquant sur la roche. Il se fige, plaqué au sol. Les Allemands parlent bas, air riant d'une blague. Thorpe sent son pouls à ses tempes. Une seconde de trop et c'est fini. Il a déjà attendu comme ça. En Italie, près de Rome, il avait tenu immobile 2 heures, sous un sniper, sa section accroupie dans un fossé. Un faux mouvement avait tué le type à côté de lui. Thorpe avait rampé pour le dégager plus tard. La patrouille s'éloigne. Maintenant, souffle Thorpe. Ils bondissent, mains et genoux sur la roche. 30 mètres du sommet. Les bunkers grognent, canons qui pivotent. Une rafale balaie la corniche. Hayes hurle, touché à nouveau. Il bascule en arrière, tombe en silence dans le vide. Thorpe plonge pour l'attraper, mais trop tard. Le corps heurte les rochers en bas, un bruit mat. « Avancez, ne regardez pas !» Sa voix craque pour la première fois, mais il se reprend. Le chaos psychologique monte. Les hommes respirent fort, yeux fous. Riley marmonne des prières. Kowalski serre sa grenade comme un talisman. À 10 mètres du bord, Thorpe escalade le dernier ressaut. Ses doigts saignent sur les arêtes vives. Un éclat d'obus de la plage en bas illumine son visage. Cicatrices anciennes, regard fixe. Il a rampé pour arriver là, décidé sous le feu, près de la mort, comme à Anzio, où un bombardement l'avait enterré vivant sous la terre meuble. Il avait creusé avec ses ongles, sorti après 20 minutes, portant 2 blessés. La survie, c'est ça. Un pas, une prise, une grenade. Le sommet approche. Les ombres des bunkers se dessinent, béton armé et fente de tir. Thorpe fait signe. Par groupe, Riley, avec moi. Kowalski, couverture. La section se déploie. Baïonnette prête. Le vent porte les cris de la plage. 1000 morts maintenant, peut-être plus. Thorpe sait que le climax arrive. Son plan absurde les a menés là. Rires oubliés. Seulement le silence du combat. Il grimpe la dernière prise, émerge sur le plateau. Un Allemand surgit, fusil levé. Thorpe plonge, baïonnette en avant. Le choc est dur, chair et os. Le corps s'effondre. Contact. Avancez. Le bunker est à 20 mètres. Les tirs éclatent de partout. La section charge, ombre dans la nuit. Thorpe court accroupi, grenade en main.
L'explosion ouvre la voie. Dedans, le chaos, cri allemand, fumée âcre. Il entre le premier, M1 levé. Une balle le frôle, arrache un bout de son casque, il tire, touche un nombre. Le sergent sait, c'est maintenant ou jamais, pour survivre. Pour les siens, la guerre révèle tout. Le bunker est un ventre de béton froid et étouffant, puant la poudre et la peur. Torp roule sur le côté, son M1 encore chaud dans les mains. L'Allemand qui l'a touché gît à 2 mètres, un râle sortant de sa gorge. La fumée âcre pique les yeux, rend tout flou. Il est 3h10, le 6 juin 1944. Au sommet des falaises d'Omaha, le vent hurle entre les fentes de tir, portant les échos de la plage en bas. Explosion, cris, le ressac chargé de corps. Torp fait signe à Riley. Couvre la porte. Pas un bruit. Le gamin de Détroit hoche la tête, fusil tremblant contre l'épaule. Ses yeux sont grands, comme ceux d'un animal traqué. Torp avance accroupi, baïonnette sortie. Le bunker mesure 20 mètres de long. Un labyrinthe de couloirs sombres et de sacs de sable empilés. Des lampes à huile vacillent, projetant des ombres qui dansent comme des fantômes. Il a déjà vu ça. En Sicile, un bunker similaire près de Troina. Il y était entré seul, après que sa section eut pris un obus. 3 Allemands à l'intérieur, armes automatiques. Il en avait sorti 2 vivants, le 3e mort d'une grenade. Une balle avait effleuré la cuisse, laissant une cicatrice qui tiraille encore par temps humide. Un bruit de bottes. Torp se plaque contre le mur, respire par la bouche. 2 Allemands surgissent d'un angle, fusil Mauser levé. Il tire le premier, un coup sec qui le projette en arrière. Le second pivote, son arme crache. La balle frappe le béton près de l'oreille de Torp. Un éclat lui entaille le cou. Du sang coule, chaud et collant. Il plonge, roule, enfonce sa baïonnette dans la jambe de l'homme. L'Allemand hurle, lâche son fusil. Torp le plaque au sol, lui assène un coup de crosse sur la tempe. Silence. « Riley! Entre !» souffle-t-il. Riley avance, suivi de Kowalski et des autres. 25 hommes maintenant, serrés comme des sardines dans l'entrée. Le costaud de Philadelphie boite plus fort, sa jambe gonflée sous le garrot. « Sergent, il y en a plus là-dedans !» Torp secoue la tête. Écoute. Des voix allemandes, basses, paniquées. Au moins 10. Le canon principal est au fond. On le prend, on neutralise le flanc ouest de la plage. Pas de temps pour les détails. Il sait que ce bunker domine 500 mètres de sable. S'il tombe, des centaines de vies en bas respirent. Il a décidé pire. À Anzio, il avait chargé un nid de mitrailleuses avec 5 hommes sous un déluge de mortiers. Ils avaient perdu 3, mais fermé la brèche. Un éclat lui avait percé le mollet. Il avait marché dessus jusqu'au soir. Ils progressent par bonds. Torp en tête, grenade prête. Le couloir tourne, s'ouvre sur une salle aux murs suintants. Sac de sable, caisse de munitions, une carte punaisée montrant la côte. 3 Allemands chargent un canon de 90 mm, leurs uniformes gris couverts de poussière. L'un pivote, crie un ordre. Torp lance sa grenade. Elle roule au sol. Tic-tac infernal. « À terre !» Les explosions déchirent l'air, un roulement de tonnerre confiné. Éclats de métal volent, fauchent 2 hommes. Le 3e se redresse, fusil levé. Riley tire, le touche à la poitrine. L'Allemand s'effondre, gargouille. Le chaos s'installe. Des tirs répondent depuis un couloir latéral. Balles qui sifflent, ricochent sur les parois. Un homme de la section, un New-Yorkais nommé Petrov, est touché au bras. Il hurle, lâche son arme. Torp le tire en arrière, plaque un pansement. Serre ça, reste en vie. Et Petrov hoche la tête, yeux vitreux. Le sang pulse, imprègne le sol en béton. Torp sent la pression monter comme un étau sur la poitrine. Pas physique, non, c'est dans la tête. Chaque tir, chaque cri rappelle les choix. Qui avance, qui couvre. En Tunisie, à Kasserine, il avait perdu son meilleur ami dans un bunker comme ça. Une grenade mal lancée. Torp avait rampé pour le sortir. Trop tard. Le sang sur ses mains, impossible à laver. « Kowalski, flanque à droite. Riley avec moi !» ordonne Torp, voix basse, coupante. Il se déploie, ombre dans la fumée.
Le bunker vibre d'un obus extérieur, secousse qui fait tomber de la poussière du plafond. En bas, la bataille fait rage. 2000 morts sur Omaha maintenant. Des barges qui coulent, des tanks englués dans les vagues. Thorpe sait ça par les flashs qui percent les meurtrières. Il avance M1 levé. Un Allemand surgit d'une niche, baïonnette au clair. Il s'entrechoque, corps contre corps. Thorpe part, pousse, enfonce son arme dans le flanc de l'homme. Le sang gicle, chaud sur son uniforme. L'Allemand s'affaisse, yeux écarquillés. Plus loin, le cœur du bunker, la salle du canon. 4 Allemands restants autour de l'engin massif. Ils rechargent, paniqués. Thorpe fait signe. Grenade synchrone. 3, 2, 4 volent en arc. Explosion en chaîne. Un mur de feu et de débris. Le canon bascule, tube tordu, cris allemands, courts et aigus. La section entre en trombe, fusil crachant. Thorpe tire 2 fois, touche un officier au genou. L'homme tombe, hurle des ordres en allemand. Riley achève un autre, son premier kill. Le gamin tremble après, vomit contre le mur. Mais ce n'est pas fini. Une mitrailleuse latérale ouvre le feu depuis une alcôve. Rafale folle, 1200 coups par minute. 2 hommes tombent, un dans le dos, l'autre à la gorge. Thorpe plonge derrière un sac de sable, tire à l'aveugle. « Kowalski! Grenade là-dedans !» Le costaud lance malgré sa jambe. Boum! Le feu se tait. Silence relatif. Seulement les gémissements. Thorpe se relève, avance. L'Allemand à la mitrailleuse gît, visage pulpeux. Il compte. 23 hommes encore debout. 2 de plus partis. Le sang coule partout, forme des flaques glissantes. Il atteint le centre. L'officier allemand blessé lève les mains, Thorpe l'assomme d'un coup de crosse, l'attache avec une ceinture. C'est fini ici. Sa voix est rauque, mais stable. Il a déjà pris des bunkers. En Italie, près de Cassino, un similaire. Il y avait ordonné l'assaut après minuit, perdant 4 mais sauvant la colline. Une balle l'avait frôlé le cœur, dévié par une médaille de sa femme, près de la mort, comme toujours. Le chaos psychologique pèse. Les hommes regardent autour, visage pâle, respiration saccadée. Riley fixe le sol, murmure « C'était eux ou nous ?» Thorpe hoche la tête, pas de mots, juste l'ordre, sécuriser les issues, radio, signaler la prise. À 3h20, le bunker est à eux. Thorpe sort sur la plateforme, vent froid sur le visage ensanglanté. En bas, la plage est un champ de bataille, flammes des barges, corps empilés, mais une brèche s'ouvre. Les siens ont rampé, grimpé, ils combattu. Le plan absurde a marché. Kowalski s'appuie contre le béton, pâle. On l'a eu, sergent. Thorpe regarde l'horizon, où l'aube pointe, grise et impitoyable. 3000 morts sur Omaha en 1 heure, mais ce bunker tombé change tout. Il touche la photo de Mary dans sa poche, trempée de sueur et de sang. La guerre, c'est ça, un bunker de prix, des vies sauvées et le silence qui suit les rires. La section se regroupe, bandages improvisés, armes rechargées, des renforts alliés montent déjà par le sentier, silhouettes dans la brume. Thorpe sait que le combat continue, mais ici, ils ont tenu. Décision après décision, sous le feu. La tension ne s'efface pas. Elle se transforme en vigilance. Un obus siffle encore au loin. Il reste calme. Pour les survivants. Pour rentrer. Le soleil se lève enfin sur Omaha Beach. Un disque pâle et froid qui perce la fumée. Il est 6h15, le 6 juin 1944. Thorpe se tient sur la plateforme du bunker, le vent salé plaquant son uniforme déchiré contre sa peau. En bas, la plage s'étend comme un tableau de cauchemar. Sable jonché de corps, hérissons tordus par les explosions, barges éventrées qui fument encore dans l'eau. Les vagues roulent paresseusement, emportant des fusils et des casques. Sa section, 23 hommes debout, s'aligne derrière lui, silencieux. Kowalski s'appuie sur un sac de sable, sa jambe bandée suintant du sang. Riley fixe l'horizon, les yeux vides, comme si le monde avait perdu ses couleurs. Les renforts arrivent par le sentier ouest, une colonne de 50 soldats de la 116e régiment, essoufflés et couverts de boue. Leur officier, un capitaine nommé Hale, grimpe le dernier mètre, fusil en bandoulière. Il balaie la scène du regard, le bunker neutralisé, le canon de 90 mm tordu comme un jouet cassé, les corps allemands alignés contre le mur. « Sergent Thorpe, c'est vous qui avez pris ça ?»
Torp hoche la tête, voix basse. « Oui, monsieur. Avec ma section. On a rampé depuis la barge. » Hale siffle entre ses dents, jette un œil par la meurtrière. En bas, les troupes alliées avancent enfin, profitant de la brèche. Les mitrailleuses sur le flanc ouest se taisent, privées de leur œil principal. 2000 mètres de plage dégagés grâce à vous. Sans ce bunker, on perdait le secteur entier ce matin. Torp ne répond pas tout de suite. Il regarde la plage. Les chiffres tournent dans sa tête, comme des obus qui sifflent encore. Sur Omaha, 2400 hommes tombés en 2 heures. Des barges qui ont coulé avec 100 à bord chacune, des tanks englués dans les fossés, des vagues qui ont noyé les blessés. Sa section en a perdu 9. Ellis écrasé sur la falaise, Hayes tombé dans le vide, Petrov saigné à blanc dans le couloir, et les autres fauchés par les rafales ou les mines. 9 sur 32, des gamins qui riaient 2 jours plus tôt, maintenant des formes immobiles sous des bâches improvisées. Les survivants, eux, portent les marques. Écorchures aux mains de l'ascension, bandages tachés, regards qui évitent les corps. Kowalski murmure à Riley, « On l'a fait, mais à quel prix ?» Riley hausse les épaules, la gorge nouée. Pas de rire, seulement le silence, épais comme la fumée. Hale appelle la radio. « Commandant, ici, Hale, bunker, WN 62 pris, flanc ouest sécurisé. Avancez les chars. » La voix grésille en retour, approbatrice. Des applaudissements montent des renforts, discrets, comme si le bruit pouvait réveiller les morts. Torp sent une tape sur l'épaule. Hale le fixe. Les généraux sauront. Bradley en personne demandera votre rapport. Vous avez sauvé des milliers là-dessous. Torp touche la photo de Mary dans sa poche, froissée et salée. Il pense aux champs du Kansas, à la terre rouge qui attend. Pas de gloire, juste le devoir accompli. Il a rampé, grimpé, décidé à chaque seconde. En Afrique, en Sicile, en Italie, il avait frôlé la mort tant de fois. Balles qui chauffaient l'air, éclats qui ouvraient la chair. Ici, c'était la même danse, mais plus grande. La guerre ne pardonne pas les hésitations. Les hommes de la section se dispersent pour sécuriser le périmètre. Ils ramassent les armes allemandes, vérifient les munitions restantes. Un infirmier monte, porte une trousse, il s'occupe de Kowalski d'abord, injecte une dose de morphine. Tiens bon, soldat. L'évacuation arrive par mer. Kowalski grimace un sourire. Pour le sergent, c'était dingue, ramper comme ça. Mais on est là. Riley aide à porter Petrov vers l'extérieur, le bras en écharpe. Les survivants parlent peu, mais leurs gestes disent tout. Un hochement de tête à Torp, un fusil partagé. Le chaos psychologique s'estompe lentement, remplacé par une fatigue lourde, comme un sac trop plein. Torp, c'est ça. Après Kasserine, sa compagnie avait marché des jours sans dormir, hantée par les cris. Ici, c'est pareil. Les nuits viendront, avec les cauchemars des bunkers et des chutes. À 7 heures, les premiers chars Sherman gravissent le sentier. Chenilles grinçantes sur la roche. Ils passent devant le bunker, canon pivotant vers l'intérieur des terres. La plage en bas grouille maintenant. Ingénieurs qui posent des ponts sur les fossés, ambulances qui ramassent les blessés, 5000 survivants qui poussent vers les falaises. Le plan de Torp, moqué sur le USS Samuel Chase, a ouvert la voie. Les rires d'alors, nerveux et sceptiques, ont cédé à ce silence tendu où chaque souffle compte. Hale tente une cigarette à Torp. « Fumez, sergent, vous l'avez mérité. » Torp allume, tire une bouffée. La fumée monte, se mêle au brouillard matinal. La bataille continue. Des obus allemands sifflent encore depuis l'intérieur, mais Omaha tient. Torp regarde ses hommes s'installer, nettoyer leurs armes. Il pense à Mary, à la lettre qu'il écrira. On a pris la plage. Je rentre bientôt. Pas de détails sur le sang, les cris, les choix. Juste la vérité simple. La guerre forge les hommes dans le feu, les force à ramper quand tout hurle de courir. Elle révèle la courage pas en mots, mais en pas compté, en décision qui sauve ou tue. Torp sait. Il a vécu ça. Et le silence, maintenant, parle pour les absents, pour ceux qui rampent encore, quelque part en Europe. La Normandie est prise, une falaise à la fois. Et lui, il avance, toujours.